Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent comme tous les dimanches sur Sud Radio avec Thomas Binet au programme aujourd'hui? Eh bien, on va parler des biens locatifs. Est-ce qu'il faut se séparer de ces biens avant 70 ans? Est-ce une si bonne idée que cela? On va essayer d'y répondre. Et faut-il investir également en résidence senior? Nous sommes avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. C'est une société de conseil en investissement en résidence senior. Et puis avec Guy Marty, on va se poser une question. Le mot patrimoine, ça correspond à quoi? Effectivement, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, cette semaine, on se pose une question cruciale pour de nombreux épargnants. Faut-il, oui ou non, se séparer de ses biens locatifs avant 70 ans? Oui, mais c'est une vraie question en fait, que beaucoup de personnes se posent en arrivant à cet âge fatidique de 70 ans. À partir d'un certain âge, la gestion d'un patrimoine immobilier devient souvent plus contraignante, surtout pour une personne seule, après la perte d'un conjoint. De plus, du point de vue de la transmission, il est beaucoup plus simple de partager des actifs financiers comme ceux placés dans une assurance vie plutôt que des biens immobiliers. Alors en anticipant cette transition, avant de 70 ans, on simplifie non seulement la gestion, mais aussi la transmission. Effectivement. Alors pourquoi spécifiquement avant 70 ans, Thomas? Et puis surtout, qu'est-ce qui change après cet âge? À part la voix, manifestement. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est une question de fiscalité. Lorsqu'on place ces fonds dans un contrat d'assurance vie avant 70 ans, les avantages fiscaux sont bien plus intéressants. Par exemple, les versements effectués avant cet âge bénéficient d'un régime fiscal très favorable en matière de transmission. Vendre ses biens locatifs avant 70 ans permet donc de placer les fonds dans un cadre plus avantageux tout en simplifiant la gestion quotidienne du patrimoine. Bon, alors si je vous ai bien compris, Thomas, on vend ses biens immobiliers, on place l'argent en assurance vie. Ça fait une double stratégie de simplification et d'optimisation, c'est ça? Exactement, Jean-Marie. Cela permet de programmer des rachats partiels pour obtenir un complément de revenus sans la complexité de la gestion locative. Et en plus, cela se fait dans un cadre fiscal privilégié, ce qui est beaucoup plus avantageux que de continuer à percevoir des revenus fonciers. Bon, écoutez, c'est très bien tout ça, on va en reparler, j'imagine. Allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité, Thomas, c'est Julien Bay, notre invité que nous accueillons avec plaisir sur Sud Radio. Bonjour. Merci pour votre accueil. Directeur général de Domitis Invest, société de conseil en investissement en résidence service senior, qu'on connaît bien d'ailleurs sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Julien Bay, la population vieillit, ça c'est un fait indiscutable. Faut-il investir dans cet immobilier destiné à nos aînés? On va essayer d'y répondre avec vous dans un instant, mais avant toute chose, il faut quand même qu'on précise ce qu'est une résidence-service pour seniors. Je vais vous laisser nous en parler dans un instant. Ce n'est pas un EHPAD. Déjà, on peut quand même commencer par dire ça. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Parce qu'il y avait eu un livre en 2022 qui s'appelait Les Fossoyeurs, qui avait mis en lumière un scandale, celui du groupe Orpea. Il ne faut pas faire d'amalgame, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien différencier les résidences-services seniors des EHPAD, même s'il ne faut pas les opposer pour autant. Les résidences-services seniors sont des ensembles immobiliers qui proposent de véritables logements dans lesquels le résident va vivre de façon autonome dans son chez-soi. Et ces résidences, ces ensembles immobiliers vont proposer tout un ensemble de services pour lui permettre de se maintenir à domicile en autonomie et de continuer à bien vieillir à travers des services d'accueil, de conciergerie, d'animation, de restauration et d'aide à l'autonomie à domicile à proprement dit. Ce qui veut donc dire que les résidences seniors ne s'adresse pas à des seniors dépendants. Oui, on parle ici de seniors du 4e âge qui ne sont pas dépendants, mais qui sont fragilisés par leur avancée en âge et qui ne peuvent plus rester autonomes dans leur chez eux traditionnel. Alors, 4e âge, vous le dites, c'est 75-85 ans. Si on essaye de mettre des bandes d'âge, oui, à partir de 75 ans, on commence à basculer dans une forme de fragilité, liée principalement à l'isolement. L'isolement parce que le proche est parti, parce que dans le quartier, on est un peu isolé en termes de dynamique, on va dire. Et nous, si on doit raisonner par rapport à l'âge moyen d'entrée dans nos résidences, on est entre 81 et 82 ans. Donc, ils sont principalement des femmes aussi. Et ça, c'est l'autre tendance, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est à un seuil de quasiment 7 résidents sur 10. 70% sont des femmes qui vivent seules. D'accord. Alors, quel prix moyen d'une chambre pour l'occupant?
Qu'on se rende compte de l'intérieur, comment ça fonctionne. Alors, si je peux juste me permettre de vous reprendre, c'est pas une chambre, c'est un appartement. Un appartement, pardon, oui. Et ça fait vraiment la grande différence de ça avec les EHPAD. Oui. Et aujourd'hui, c'est difficile de parler d'un prix moyen, puisque ça va dépendre beaucoup de la consommation des services que le résident va faire. On peut parler d'un prix à partir de, pour un appartement type 2 de 45 mètres carrés, selon la ville, on va être entre 1300 et 1600 euros par mois, avec vraiment le logement et le pack de services. On va dire ça. Le locataire, pour bénéficier de cet appartement, doit avoir la capacité de mettre à peu près 1300, 1500, en fonction des localisations aussi, en fonction et des du pack localisations service aussi, que vous proposez, parce qu'il y a différents niveaux. Puisqu'en fait, en fonction des packs services et des services qui sont déjà intégrés avec le logement. Alors, oui. C'est-à-dire que quand le résident rentre chez Domitis, en plus du logement, il a bien plus que le logement, puisqu'il bénéficie de toutes les infrastructures et de tous les services dits généraux de la résidence. Alors là, on vient de planter le décor de l'occupant, de ce qu'est une résidence service pour seniors. On va s'intéresser à l'investisseur, à ce type d'immobilier. Qui est-il? Qui investit dans ce type de résidence? Alors c'est très compliqué d'établir un portrait robot. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, on a des actifs de 40 ans, des actifs de 50 ans, des jeunes retraités, des personnes un peu plus âgées aussi. Par contre, ils ont tous un dénominateur commun, c'est leur profil de risque. Ce sont des épargnants qui cherchent à valoriser un patrimoine, à obtenir des revenus locatifs, mais à bien maîtriser, on va dire, l'actif dans lequel ils investissent, avec une notion de couple rendement-risque très équilibré, où ils vont aussi beaucoup maîtriser le fait de ne pas trop s'impliquer dans la gestion locative de leur appartement. Ils veulent vraiment quelque chose de clé en main pour lequel... Et de sécuriser. Et de sécuriser, exactement. Alors, ils délèguent l'investissement. Tout à fait. Toute la gestion locative, c'est ce dont vous parlez à l'instant, ils le délèguent à vous. Exactement. En fait, quand un investisseur achète un appartement, il signe un bail directement avec l'exploitant Domitis, en l'occurrence. Et c'est ensuite Domitis qui assume toute la relation avec les résidents, ainsi que toute la gestion locative. Donc en termes d'entretien de l'appartement, de maintenance, de réparation, mais également de rénovation quand il faut faire des travaux un peu plus lourds dans l'appartement entre chaque locataire. Parlons un peu rendement. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Aujourd'hui, on est sur des rendements locatifs qui oscillent entre 3,80 et 4,20 net de charges courantes. Ça veut donc dire que, mis à part la taxe foncière et les impôts locaux en règle générale, le loyer qui est versé à l'investisseur est net de charges, notamment de copropriété courante. Alors, on dit souvent, on entend souvent, on va voir si c'est une vérité, vous allez nous le dire dans un instant, que c'est invendable, souvent, à l'issue, pour l'investisseur en raison de charges locatives importantes. Vous confirmez, vous infirmez cette légende urbaine? Alors, je ne peux pas infirmer cette légende urbaine, puisqu'en effet, sur les premières générations de résidences seniors, qui ont été développées dans les années 70, c'était la grosse problématique. Oui, on en parlait beaucoup. Voilà, les premières générations de résidences seniors, en fait, étaient développées sous forme de copropriété, et les services étaient gérés par l'association de copropriétaires. Mais ça a changé, vous dites? Et ça a complètement changé avec les nouvelles générations de résidences développées par Domitis notamment, puisque là, avec la présence de l'exploitant, c'est l'exploitant qui assume l'ensemble de l'exploitation des services et la relation avec les résidents. Donc en fait, le marché de la revente sur le marché secondaire, il est tonique. C'est un marché de la revente où on revend les mêmes conditions de prise à bail, les mêmes conditions de rendement locatif, et donc c'est un marché qui aujourd'hui se développe beaucoup. Donc c'est pas une angoisse pour l'investisseur, ce sera ma dernière question, on revend facilement derrière. On revend dans de bonnes conditions, tout à fait. Merci à vous. Toujours angoissé, Thomas Binet, effectivement. Oui, c'est l'investissement. Merci à vous d'être passé sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Domitis Invest. Allez, on explique encore quelque chose. Sud Radio, osez investir, le coin de l'expert. Avec notre consultant Guy Marty, consultant en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour mon cher Guy. Bonjour. Thomas. Guy Marty, vous étiez la semaine dernière à Lyon au Salon Patrimonial, qui est la grand-messe pour les conseillers en gestion de patrimoine. On va parler du mot patrimoine justement cette semaine. C'est quoi ce mot? Comment on peut l'expliquer? Alors, dans patrimoine, il y a pater. Mais attention, c'était le père dans le sens plutôt, dans le sens plutôt social que géniteur. Autrement dit, c'était le chef de famille. Et le patrimoine, c'était la propriété de la famille. Du patriarche. Donc très masculin, forcément. Eh oui, il y a deux courants dans l'histoire en fait. D'abord le droit romain, où effectivement totalement masculin, la femme n'avait même pas le droit de posséder. Et puis il y a eu les tribus germaniques, dont les Francs, dont la France provient d'une certaine façon. Or chez les Francs, la femme avait
autant de droits que l'homme, de posséder, d'être maire de village, d'être reine, etc. Et c'est Philippe le Bel, vous savez, celui qui a arrêté les Templiers, qui, au début du XIIIe siècle, donc du XIVe siècle, pardon, a décidé de faire revenir le pays au droit romain, patatras. C'est là que le statut des femmes a reculé. Et si on en revient au moment présent? Alors aujourd'hui, tout ce qui concerne les biens des personnes et des familles, c'est le Code civil. Bon, mais lui, il date de 1804. Heureusement, on le fait évoluer très régulièrement. Et il y a intérêt, en plus de ce qui est dans le Code civil, à préparer des choses. Par exemple, et en fait, c'est la gestion de patrimoine, c'est-à-dire comment la famille est-elle protégée, que se passera-t-il si l'un des deux conjoints décède, comment protéger un enfant inadapté, etc. Et comment ça se passe au niveau des placements, justement, Guy? Alors justement, la gestion de patrimoine regarde les placements sous l'angle des objectifs. Où vais-je mettre mon épargne de précaution? À quel moment acheter sa résidence principale? Quel type de placement pour bien préparer sa retraite? Donc, en fin de compte, le conseiller en gestion de patrimoine est un conseiller en placement. Mais l'essentiel, son rôle premier, c'est d'accompagner une personne, une famille dans sa vie financière. Merci Guy. Ça explique peut-être aussi la gestion de bon père de famille, j'imagine. En tout cas, c'est la même mentalité. Il vaut mieux être un bon père de famille qu'un mauvais père de famille. Merci à vous, Guy Marty. Merci Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Et soignez votre voix en attendant. Oui, c'est l'automne.